La Boveri est un musée des Beaux-Arts qui est situé à Liège. Son bâtiment est un des rares témoignages de l'exposition universelle de 1905 encore debout. Lors des expositions universelles, chaque nation vient présenter dans une ville son savoir-faire technologique et sa culture. À l'occasion, on va construire des pavillons qui lui seront dédiés. Après l'exposition universelle, en général, ces pavillons sont démontés, mais on en conserve toutefois quelques-uns qui sont témoignages de celle-ci. Vous en connaissez d'ailleurs déjà certainement quelques-uns, comme par exemple la Tour Eiffel à Paris, témoignage de l'exposition universelle de 1889, ou encore, plus près de nous, à Bruxelles, l'Atomium, qui est un des témoignages de l'exposition universelle de 1958. Mais revenons au musée et à son bâtiment. C'est un bâtiment d'architecture néoclassique. Ça veut dire qu'il emprunte au vocabulaire de l'Antiquité, comme par exemple les grandes colonnes monumentales le long de l'entrée ou encore le plan symétrique de la façade. Ce bâtiment a toujours été finalement dédié aux Beaux-Arts. C'était un palais des Beaux-Arts pendant l'exposition universelle en 1905. À la suite de celle-ci, c'est devenu plusieurs fois un musée jusqu'en 2016 où, après rénovation, la ville y a installé ici le musée des Beaux-Arts. Grâce à l'intervention du célèbre architecte français Rudi Ricciotti, le musée s'est doté d'un nouvel espace d'exposition en verre et en béton, qui sont les matériaux caractéristiques utilisés par cet architecte, à qui on doit également le musée des civilisations méditerranéennes à Marseille. Ce musée se dote finalement un peu d'une verrière qui pousse les murs et qui ouvre le musée sur son environnement extérieur. Cette grande verrière, elle est soutenue par de très grandes colonnes dont la forme fait un peu penser à des troncs d'arbres ou à d'énormes os. Mais au fond, que présente un musée des Beaux-Arts? Réfléchissez bien, regardez tout autour de moi, quelles disciplines artistiques pourraient bien y être représentées? Eh bien, tout simplement la peinture, évidemment, mais aussi la sculpture, le dessin, la gravure et la photographie. Aujourd'hui, pour notre mini-trip au musée, on va s'intéresser principalement à la peinture, mais surtout aux peintures qui ont comme motifs principaux les formes géométriques. La première peinture sur laquelle nous nous arrêtons pour ce mini-trip au musée, c'est cette œuvre de l'artiste Charles-Édouard Jeanret, qui est plus connu sous le nom du Corbusier. Il est également plus connu pour son travail d'architecte, notamment à la Cité radieuse à Marseille. Cette œuvre-ci, c'est donc une de ses peintures de jeunesse. Pouvez-vous identifier dans cette œuvre les objets que l'artiste a voulu représenter? Je vous laisse quelques petites secondes, regardez bien. Arrivez-vous à identifier des objets de notre quotidien? Normalement, vous avez déjà pu peut-être reconnaître des objets tels que une bouteille qui ressemblerait à celle-ci, comme une bouteille de pharmacie, ou encore un vieux radiateur en fonte. Est-ce que vous l'avez, le vieux radiateur en fonte? Juste ici. Ou encore une cafetière italienne. C'est presque la même. Elle est ici. Ou encore le violon. Pour représenter ces objets, l'artiste n'a pas cherché à les représenter de manière mimétique ou illusionniste. Il les a représentés de manière extrêmement simplifiée, en reprenant juste la synthèse, le schéma des formes. À quoi est-ce qu'on peut reconnaître justement ce violon? On reconnaît ici la volute, c'est la partie ici du violon, les clés d'accordage, cette partie-ci, le manche du violon et la forme caractéristique du corps du violon. Par contre, je vais vous montrer la volute ici, je vais la montrer sous le même point de vue que dans la peinture. Dans ce sens-là même. Hop. Les clés d'accordage, par contre, elles sont vues dans ce sens-ci, le manche est vu dans ce sens-ci et le corps est vu dans ce sens-ci. Sur une même peinture, l'artiste a représenté le violon sous différents points de vue. Un peu comme si j'avais réussi à torcher mon violon pour montrer sur une même surface plane tous les points de vue que l'on peut avoir sur cet objet. On va d'ailleurs revenir sur les bouteilles et on va voir qu'il a fait exactement de la même manière. On va regarder cette bouteille-ci et notamment le corps de la bouteille. Quel point de vue l'artiste a-t-il choisi d'opter sur ce corps de bouteille? Je vous remontre l'image de la bouteille. Il nous présente la bouteille comme vue de face sur la table. Au-dessus, il représente le goulot de la bouteille. Et quel point de vue a-t-il choisi sur cette bouteille? Est-ce que c'est toujours ce point de vue de face sur l'objet? Non,
c'est comme si je regardais la bouteille par au-dessus en regardant le goulot bien en face de moi. Pareil, on a l'impression que le corps de la bouteille et le goulot sont rabattus sur le même point de vue. Ça, c'est le principe du cubisme, représenter tous les points de vue, tous les volumes de l'objet, mais sur une surface en 2 dimensions. On reste sur notre bouteille. À votre avis, laquelle de ces bouteilles est plus en avant que les autres? Je vous laisse regarder. Avez-vous une idée? Eh bien, on a l'impression que certaines bouteilles, notamment celle-ci, seraient plus en avant que les autres bouteilles plus en arrière. En fait, l'artiste, il ne va pas utiliser une perspective qui donne l'illusion de la profondeur, comme avec la perspective linéaire, avec des points de fuite, mais par contre, il va jouer sur les plans, la position dans l'espace de la peinture des objets. Et s'il met cet objet un peu par-dessus l'autre, on a l'impression qu'il est plus en avant que celui-ci. Mais regardons encore mieux, venez plus près. Regardez bien. Est-ce que cette bouteille que j'ai montrée est vraiment plus en avant que celle-ci? Regardons attentivement. Et là, on se rend compte que le haut de la bouteille ici passe bien devant celle-là, alors que le bas, c'est l'autre bouteille qui passe devant. Comme s'il avait de nouveau divisé en 2 les objets. Une partie du bas plus en avant sur cette bouteille-ci, et une partie du haut ici plus en avant sur cette bouteille-là. Et ça, visuellement, ce n'est pas possible du tout. Il va donc utiliser ce principe des rabattements pour donner la notion de perspective et de profondeur. Un peu comme les artistes de l'Égypte antique qui réalisaient exactement la même chose, comme si les objets étaient rabattus sur le sol. Ainsi, regardez bien, est-ce que le violon, il est situé au-dessus ou derrière les bouteilles, selon vous? On a l'impression qu'il est situé au-dessus des bouteilles et pourtant on a aussi le sentiment qu'il est derrière celle-ci. C'est ce même principe. On va vouloir montrer les objets plus proches de nous sur le plan inférieur de l'image et les objets plus éloignés de nous sur le plan supérieur de l'image. De même, ces bouteilles et ces violons, ils sont posés sur une table. Avez-vous identifié où se trouve la table? C'est très fin, c'est juste ici, le cadre beige de la table. Et ce cadre bleu, savez-vous ce qu'il représente? C'est la fenêtre qui est derrière la table. Il va superposer les choses plutôt que de donner l'impression de la profondeur. Quelles sont les couleurs que l'artiste a utilisées? Est-ce que vous pouvez toutes les identifier et les citer? Alors moi, je reconnais principalement beaucoup de tonalités de brun et de beige. Brun foncé, un brun un peu ocre, un brun un peu orangé, un beige très clair, un beige un peu plus jaune. Je reconnais aussi toutes sortes de gris. Des gris clairs, des gris foncés, des gris qui tirent un peu sur le violet. Je reconnais aussi différentes tonalités de bleu, un bleu ciel, un bleu encore un peu plus clair, et différentes tonalités de vert, un vert clair, un vert kaki et un vert foncé. Grâce à ces différentes tonalités, il va réussir à rendre un peu le volume de certains de ces objets. D'ailleurs, on va parler lumière. Est-ce qu'il y a dans cette image, dans cette peinture, des ombres liées à la lumière? Voyez-vous donc des ombres dans l'image? Est-ce qu'il y a des ombres en dessous des bouteilles? Est-ce qu'il y a des ombres sur la table liées aux objets? Non, tout a l'air super plat. Et pourtant, grâce aux couleurs qu'il utilise, il va donner à certains endroits l'illusion du volume d'un objet en 3 dimensions. Comme par exemple avec notre table, où le plateau supérieur de la table est peint en beige clair, alors que le petit rebord de la table, qui est figuré ici par un rectangle, est peint en brun plus foncé. C'est ça qui va donner l'illusion de la profondeur. On voit donc que cet artiste, il cherche toujours à représenter des objets de notre réalité quotidienne, c'est toujours un artiste figuratif, mais il va se détacher des codes de représentation illusionnistes, photographiques, entre guillemets, si vous voulez, pour schématiser, simplifier la vision de l'objet et le représenter sous tous ses angles en même temps, grâce à des formes très géométrisées.
Notre deuxième œuvre est une œuvre de l'artiste italien Alberto Magnelli, qui au début de sa carrière est un artiste figuratif qui s'inspire des grands maîtres de la Renaissance pour représenter des objets de notre réalité quotidienne. En 1914, il fait un voyage à Paris, qui est alors la capitale des arts modernes. Il y rencontre des artistes comme Picasso ou Fernand Léger et il va se tourner vers l'abstraction. Mais au fait, qu'est-ce que l'art abstrait ? Dans cette peinture, est-ce que vous pouvez identifier les objets que l'artiste a voulu représenter? Je vous laisse quelques petites secondes pour essayer d'identifier les objets. Vous n'y arrivez pas? C'est normal, puisqu'il n'a pas cherché à représenter des objets de notre réalité quotidienne. Il a cherché à représenter des formes géométriques, ce sont même des polygones irréguliers. On fait un peu de mathématiques. Qu'est-ce qu'encore qu'un polygone irrégulier? Ce sont des formes géométriques qui ont des côtés et des angles qui sont non égaux. Parmi ces polygones irréguliers, on en voit certains qui sont de grandes dimensions et d'autres de plus petites dimensions. Parmi tous ces polygones, certains sont même des formes géométriques simples, comme des triangles situés ici, et qui donnent une forme en dents de scie, un polygone en dents de scie. Alors, cette œuvre, elle a un titre. Je vais vous laisser découvrir le titre de l'œuvre. Ça s'appelle donc « Sans crainte ». Pensez-vous qu'il y a un lien entre le titre et la représentation des formes que l'artiste a réalisées? Pas vraiment. En effet, l'artiste, il fait de la peinture abstraite, c'est-à-dire qu'il représente les formes pour les formes, sans qu'il y ait une volonté de représenter un objet de notre réalité visuelle quotidienne. Et pourtant, son titre reste encore ancré dans le concret, sans crainte, pas de peur donc. Donc il y a une distanciation par rapport à la représentation figurée, mais le titre reste encore accroché à celle-ci. On peut se demander aussi où a-t-il situé ces différents polygones irréguliers dans l'espace de la toile? Il ne les a pas jetés n'importe où, n'importe comment dans l'espace de la toile. Il a choisi de les centrer sur l'axe de symétrie de l'œuvre. Ainsi, elles sont toutes rassemblées en un espèce d'amas de formes qui constitue un espace unitaire, une seule et même grande forme. On va regarder aussi les couleurs que l'artiste a utilisées. Quelles sont ces différentes couleurs? Je vous laisse les regarder, les retrouver et les citer. Quelles différentes couleurs peut-on observer? Alors celle qui est évidemment le plus présente, c'est ce bleu ciel, un peu sali, un peu grisé, un bleu un peu plus foncé, ici, du blanc, du noir et du gris. C'est donc une palette de couleurs plutôt froide, toutes dans cette nuance de bleu, de gris, de blanc et de noir. Regardez bien dans l'œuvre. Est-ce que Magnelli a placé côte à côte deux formes de même couleur? Je vous laisse le temps de regarder. Observez bien. Passer d'une forme à l'autre. Est-ce que deux formes blanches ou deux formes bleues sont une à côté de l'autre? Magnelli a veillé à ce qu'aucune forme de même couleur ne soit conjointe, ne soit placée une à côté de l'autre. C'est donc un travail de réflexion sur la manière de faire cohabiter les couleurs ensemble. De même, dans cette image, comme dans celle de Corbusier tout à l'heure, est-ce que vous avez l'impression qu'une des formes est plus en avant, plus proche de vous, qu'une autre forme? Est-ce qu'il a lui aussi joué sur le placement des plans, des formes dans l'espace de la toile? Ici, à la différence de chez Le Corbusier, on n'a pas l'impression qu'une forme soit plus avant qu'une autre forme. Par contre, est-ce qu'il a donné l'impression du volume, comme la table tout à l'heure chez Corbusier, où deux espaces de couleurs de formes géométriques différentes donnaient l'impression du coin de la table? Est-ce qu'on retrouve cette même structuration ici, à un endroit? Vous en avez un? Langosha, je vous montre. Si on prend un peu de recul par rapport à l'œuvre, on a l'impression que cette forme-ci, qui est une forme de trapèze, dans un bleu plus foncé,
on a l'impression qu'elle constitue un angle avec cette forme blanche et cette forme blanche. Le volume n'est pas du tout représenté, mais il est suggéré par la juxtaposition des couleurs et par les formes géométriques choisies. Enfin, je vous montre l'œuvre sur laquelle je me suis amusée à changer les couleurs. Je n'ai pas choisi ici une palette de couleurs à dominante de tons de couleur froide, mais par contre j'ai choisi une dominante de couleur chaude. On va prendre du recul et la regarder à côté de l'œuvre originale. On constate que le choix des couleurs aussi induit notre perception de l'œuvre. En changeant la palette de couleurs, je réinvente une nouvelle œuvre, une autre perception de cette œuvre. Ainsi, on a vu avec Le Corbusier que l'artiste commençait à utiliser des formes géométriques et simplifiées pour donner une représentation tout à fait schématique des objets de notre réalité. Et on arrive vers des artistes qui se détachent complètement de cette représentation de notre réalité quotidienne pour représenter des formes pour les formes, des formes abstraites dont ils jouent avec les couleurs. Notre dernière œuvre dans notre voyage mini-trip au musée est cette œuvre de l'artiste français Jean Gorin. Cet artiste s'inscrit à la suite d'un autre grand artiste moderne, l'artiste néerlandais Mondrian, et donc dans un groupe d'artistes de style, le style, fondé en 1917. Au sein de ce groupe d'artistes, ils vont volontairement restreindre le choix des formes et des couleurs qu'ils utilisent afin de se réinventer avec ce langage restreint. Dans cette œuvre, quelles sont les formes que vous pouvez identifier? Je vous laisse quelques petites secondes pour retrouver ces différentes formes. Et cette fois, ce ne sont plus des polygones irréguliers comme chez l'artiste Alberto Magnelli, mais ce sont des formes certes géométriques, mais des formes géométriques simples. Un carré, des rectangles, un cercle, des fins rectangles qui vont se croiser à 90 degrés. C'est une des caractéristiques de ce groupe de Staël, d'utiliser volontairement ces formes géométriques simples qui sont en fait le résultat de croisements de lignes verticales et horizontales à 90 degrés. C'est donc un choix de forme extrêmement restreint. À quelle période de votre vie avez-vous appris à tracer ces formes géométriques simples? Oui, c'était peut-être il y a déjà un peu longtemps pour certains d'entre vous. Généralement, c'est au début de l'école primaire que l'on apprend en géométrie à réaliser ces formes. Ce sont donc les formes de base, la base de la géométrie. Et avec ce langage très restreint de formes géométriques de base, ils vont chercher à toujours renouveler leurs œuvres. C'est comme si vous aviez uniquement 3 mots de vocabulaire et qu'on vous demandait de faire une longue dissertation sur tous les sujets du monde à partir d'uniquement ces 3 mots. On va regarder maintenant où l'artiste a placé ces formes dans l'espace de la peinture. Est-ce qu'il les a jetées n'importe où, n'importe comment dans l'espace de la toile? Déjà, vous avez sans doute dû constater que toutes les formes étaient circonscrites, étaient centrées dans l'espace du disque de la toile. D'autre part, elles sont organisées en fonction des axes de symétrie. Ah là là, on fait un peu des mathématiques aujourd'hui. Si je regarde l'axe de symétrie horizontale, la majorité de mes formes sont organisées dans le bas de l'œuvre. Si je regarde mon axe de symétrie verticale, je vois que les choses sont réparties autour de cet axe, en créant aussi des contrastes entre l'espace fort occupé par mon carré noir et l'espace fort dégagé par ma ligne grise. Il va donc jouer sur la structuration géométrique extrêmement précise qu'il va donner aux formes dans l'espace de la toile. On revient d'ailleurs sur ces formes géométriques qu'il utilise. Pensez-vous qu'un carré soit différent en Inde, en Alaska ou en Belgique? Ben non, un carré, c'est un carré. Il est reconnaissable par tous, quelle que soit notre culture et quelles que soient les époques. C'est bien ça que recherchent ces artistes en utilisant ces formes géométriques simples. Ça représentait quelque chose qui soit universel. Et en effet, ici, ces carrés, ils sont rigoureusement mathématiques et sont reconnaissables entre tous et par tous. On va regarder aussi les couleurs que l'artiste a utilisées. Je vous laisse les identifier, les citer. On reconnaît le noir, le blanc, le gris,
le bleu, le jaune et le rouge. Parmi ces 3 couleurs, peut-être que certaines vous sont un peu plus familières, notamment bleu, jaune, rouge, que l'on considère comme étant les couleurs primaires, c'est-à-dire les couleurs de base à partir desquelles je peux réaliser par mélange l'ensemble des couleurs du spectre. Ainsi, ces artistes utilisent uniquement les formes de base et les couleurs de base, les couleurs primaires. C'est donc vraiment ce vocabulaire très restreint dont on parlait tout à l'heure. La difficulté résidant à devoir se renouveler à chaque fois dans la manière de créer cette œuvre avec ce langage limité. Le blanc et le noir sont quant à elles le mélange de ces 3 couleurs de base. Dans la lumière tout autour de nous, dans la nature, que l'on appelle la lumière blanche, eh bien, elle est constituée de l'ensemble des couleurs du spectre chromatique. Si je faisais tourner très vite comme une toupie mon cercle, je ne verrais plus la fragmentation des couleurs, mais bien un cercle tout blanc. À l'inverse, le noir, ce n'est pas la résultante du mélange optique des couleurs, mais bien la résultante du mélange physique, du mélange matière. Pensez à quand vous faites de la peinture et que vous rincez votre pinceau dans le godet d'eau. De quelle couleur devient votre eau? Une couleur un peu noirâtre, comme cela, qui est justement le résultat de ce mélange matière de toutes les couleurs. Ainsi, dans l'image, même lorsqu'ils utilisent du blanc et du noir, finalement, ils n'utilisent que ces 3 couleurs primaires. On va se poser la même question que pour les 2 œuvres tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de la lumière dans l'œuvre? Est-ce qu'on peut identifier, par exemple, des zones d'ombre dans l'image? Je vous laisse regarder. Voyez-vous de l'ombre quelque part? Alors, vous avez peut-être déjà pu apercevoir certaines zones d'ombre, comme notamment ici, sous la ligne grise, ou encore ici, sous le carré noir et sous la ligne jaune. Avez-vous pu déterminer comment ces ombres avaient été réalisées sur l'œuvre? Est-ce que ce sont des ombres qui sont peintes? Venez voir de plus près. Et si on se décale même un tout petit peu, on observe que finalement cette œuvre, elle est en relief. Ce n'est plus une œuvre en 2 dimensions comme celle qu'on a vue jusqu'à présent, mais c'est une œuvre qui est en ce qu'on appelle en bas-relief, c'est-à-dire avec un volume sur une surface plane. Et ce volume se détache de la surface plane et vient créer des zones d'ombre sous ces volumes. Ainsi, en fonction de la lumière qu'on va donner sur l'œuvre, on va changer, modifier les ombres. Et à chaque fois, ces ombres forment de nouvelles formes géométriques simples, de nouveaux rectangles, de nouveaux carrés, de nouvelles lignes qui vont compléter la vision qu'on a de l'œuvre. On va terminer par la manière de mettre en couleur la peinture. Par exemple, dans cette zone de carré noir, est-ce que vous pouvez voir les traits du coup de pinceau de l'artiste? Pas vraiment. C'est plutôt ce qu'on appelle un aplat de couleurs. C'est-à-dire que l'artiste va peindre une même forme de manière uniforme avec une seule et même couleur sans nuance. Cette manière de peindre pourrait paraître assez simpliste et pourtant ce n'est pas si simple. Peut-être avez-vous déjà peint les murs de votre chambre au rouleau. Pensez à comme c'est difficile à ce qu'on ne voit pas vos coups de rouleau sur les murs de votre chambre. Eh bien, en effet, que devez-vous faire pour ne pas voir ces coups de rouleau? Vous devez passer le rouleau dans un sens, croiser dans l'autre sens, de manière à atténuer le mouvement que vous avez fait pour peindre. Je vous pose la question maintenant. Pourquoi n'avez-vous pas envie qu'on voit vos coups de rouleau sur les murs de votre chambre dans la couleur que vous avez posée? Alors certains vont répondre, ce n'est pas beau. Ce n'est pas juste une question de beau, c'est juste qu'on aurait l'envie
que notre mur soit peint par une machine, par quelque chose de mécanique, avec une perfection dans la mise en couleur. Le fait que cet artiste choisisse de peindre les zones en aplat, presque de manière mécanisée, rejoint l'idée de représenter des formes géométriques mathématiques rigoureuses, ainsi que ce choix de vocabulaire simple dans l'aspect formel et chromatique et les couleurs. L'idée, c'est finalement de rendre l'œuvre un peu anonyme. Que ce soit Jean Gorin ou son maître Mondrian qui ait peint cette œuvre, finalement, peu importe qu'on puisse reconnaître l'artiste dont est issue cette œuvre. L'idée, c'est la collectivité et l'universalité de la peinture. On se retrouve tout de suite à l'atelier pour la suite de notre mini-trip au musée. Alors, on se retrouve pour poursuivre notre mini-trip au musée à la Bovary dans notre atelier créatif. On va vous proposer aujourd'hui de réaliser une carte postale à partir de formes géométriques et de couleurs. Et évidemment, pas n'importe quelle couleur. On va vous demander, comme à l'image de Jean Gorin, le dernier artiste qu'on a vu ensemble, d'utiliser des formes géométriques simples et de partir des couleurs de base, bleu, jaune, rouge, et de leur mélange. En somme, on vous demande d'utiliser un vocabulaire formel et de couleurs restreint pour pouvoir créer une œuvre, et pour chacun, elle sera évidemment différente. Pour faire ça, vous avez besoin de matériel. De quel matériel avez-vous besoin? D'abord, il vous faut votre carte postale, c'est-à-dire un carton format A6. A6, c'est un A4 coupé en 4, ça va? Un carton format A6. Il vous faut aussi du carton qui peut être du carton de récupération avec lequel vous allez pouvoir créer des petits tampons. On verra tout à l'heure comment j'ai créé mes petits tampons de forme simple et de polygones irréguliers, comme chez Magnelli. Il vous faut aussi une vieille éponge dans laquelle vous allez pouvoir aller découper des formes. Hop. Il vous faut aussi 6 vieilles éponges qui deviendront vos tampons encreurs. Il vous faut une latte, un crayon noir d'écriture, un cutter, ou si vous n'êtes pas trop à l'aise avec un cutter, une paire de ciseaux pour découper dans le carton, du papier collant repositionnable. C'est le même que celui qu'on utilise lorsqu'on peint les murs à la maison pour masquer les bords. Ça va? Ça se trouve assez facilement dans les magasins de bricolage. Il vous faut aussi de la colle, 6 grands raviers de récupération, des couvercles de carton 2, soit 2 grands, soit 4 petits, de la couleur gouache liquide, un pot de jaune, un pot de rouge, un pot de bleu, vous les reconnaissez, hein, c'est nos couleurs de base, nos couleurs primaires dont on a parlé tout à l'heure, et de l'eau. Okay? Notre première étape, ça va être de préparer nos couleurs. On va prendre nos petits raviers devant nous. Dans les 3 premiers petits raviers, je vais mettre de la couleur jaune dans le premier, du rouge dans le suivant et du bleu dans celui-ci. Dans les 3 autres, je vais réaliser mes mélanges. Dans le premier, je vais mettre du jaune et un tout petit peu de rouge. Vous avez vu un peu, hein? Ensuite, je vais mettre du bleu et du rouge. Et dans le dernier, du jaune et du bleu. Ensuite, je vais mélanger toutes ces couleurs avec mon pinceau
Et en fait, j'aurais dû prendre 3 pinceaux différents. Mais chut. Quand je mélange mon bleu et mon jaune, j'obtiens ici un très chouette vert. Je vais du coup un peu tricher en essuyant fort bien mon pinceau sur le bord. Voilà. Je vais ensuite procéder au mélange du jaune et du rouge. Vous connaissez déjà les couleurs qui sont obtenues par le jaune et le rouge. Je vais commencer à touiller ici. Et j'ai mis même un peu trop de rouge, donc je vais aller ajouter du jaune dedans. Hop. Retenir. Quelle belle couleur. Un bel orange clair. Je racle bien. Je touille bien. Je pense que touille, c'est un mot de liage. Je mélange bien. Hop. Et enfin, ma dernière couleur. Mon rouge et mon bleu. Qu'est-ce que ça va donner comme mélange? Je vous le montre peut-être sur le papier, vous verrez mieux. Un super beau violet. Alors mes couleurs sont presque prêtes. Il faut maintenant que je les rende un peu plus liquides encore. Je vais ajouter un tout petit peu d'eau dans chacune, pas trop. Hop. C'est même déjà un tout petit peu trop ça. Hop. Et pareil, je vais aller remélanger pour que ça devienne une couleur très liquide. Je mélange bien. Vous voyez, c'est devenu vraiment très très liquide. Hop, mon jaune. Mon rouge. Et ma dernière couleur, le bleu. Bien mélangé. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mes couleurs sur le côté. Elles sont préparées. Elles sont bonnes pour démarrer notre travail tout à l'heure. Hop. Hop. On va maintenant réaliser les petits tampons encreurs. Pour ça, n'hésitez pas à vous laver les mains si vous vous êtes mis de la couleur sur les doigts, pas comme moi. Et ces petits tampons encreurs, on va les réaliser à l'aide de la feuille de carton recyclée. La première chose qu'on va faire, c'est dessiner les formes que l'on veut obtenir sur nos tampons encreurs. Nous, on vous conseille de réaliser des formes simples si vous ne vous sentez pas trop à l'aise, mais vous pouvez aussi réaliser des polygones irréguliers comme on l'a vu tout à l'heure chez Alberto Magnelli. Quelle forme j'ai choisi de faire un petit tampon? Ici, j'ai un demi-cercle et vous voyez que j'ai 2 morceaux de carton. Un carton de base, plus large, qui me permet de prendre le tampon dans les mains, et un morceau plus petit que j'ai collé par-dessus, qui sera la partie qui sera ancrée de couleur. D'accord? J'ai un demi-cercle, j'ai un petit polygone irrégulier en dents de scie, comme Magnelli tout à l'heure. J'ai une ligne placée en oblique, un carré, un rectangle, 2 petits rectangles, un triangle et un petit rectangle. Alors, les formes, c'est vous qui choisissez. Vous êtes tout à fait libre. Je vous montre comment on réalise un tampon. On va prendre une forme simple. On va réaliser un tampon en carré. Vous pouvez vous aider avec votre latte. Un carré, ça a 4 côtés égaux. Je vais réaliser un carré qui a des côtés de 2 cm
sur 2 cm. Je trace mon carré. J'essaye d'être bien précise, mathématique et rigoureuse, comme notre artiste Jean Gorin que nous avons vu tout à l'heure. Une fois que j'ai tracé mon carré, je vais venir le découper. Au ciseau si vous ne vous sentez pas à l'aise, au cutter si vous avez déjà plus l'habitude de travailler avec cet outil sans vous couper les doigts. Je vais me mettre debout, j'aurai plus facile. Hop, je viens découper dans mon carton mon premier carré. Hop. Ensuite, je vais tracer un carré qui fait 3 cm sur 3 de côté. Vous avez vu que je récupère l'espace. Je ne vais pas faire ça au milieu de ma page. J'essaye d'économiser la matière. Hop, 3 cm sur 3 cm. Pareil, je vais le découper avec mon cutter. Hop. Et hop. Je vais maintenant fixer avec de la colle mon petit carré sur le grand carré. Vous pouvez prendre de la colle en bâton, mais si vous avez à la maison de la colle en spray, c'est encore mieux, c'est plus facile. J'enduis l'arrière de mon carré de colle et je viens le placer sur le grand carré en essayant de le centrer. Voilà. Voici mon premier tampon encreur réalisé. Je vous propose de réaliser vous-même 5 tampons différents. Moi, je triche un peu, j'en avais déjà de réserve. Je vous montre la suite des opérations. Une fois que j'ai réalisé tous mes tampons encreurs en carton, je peux ranger mon matériel, la latte, le cutter et le carton de côté. Je peux reboucher ma colle. Je vais prendre ma paire de ciseaux et ma toute vieille éponge. Et dans ma vieille éponge, je vais découper, sans trop me tracasser, des formes qui seront des formes géométriques, des polygones irréguliers, et je réalise quelques tampons avec ma vieille éponge. Vous y êtes toujours? On suit? On va maintenant placer son travail pour commencer à le réaliser. Je vous propose de mettre une vieille feuille de papier de brouillon en dessous de vous, un peu comme un sous-main, de placer votre rectangle en carton en format A6 au centre de celle-ci, et avec le papier repositionnable, je fais avec mes dents, mais vous pouvez le faire avec des ciseaux, on va venir placer le papier collant de manière à couvrir 5 mm du bord du carton et pas recouvrir également votre espace de travail. Comme ceci. Et on va faire ça sur chaque bord de votre carton. Donc, je regarde, je veille à laisser plus ou moins 5 mm sur le bord. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça va me permettre de délimiter un cadre à ma carte postale, un peu comme sur le modèle ici. Alors, il y a une zone où, sans me préoccuper de déborder, j'avais mis du papier collant et quand je l'ai enlevé, mon cadre était bien net et bien propre. Hop. Voilà. On est prêt à travailler. On va maintenant imbiber de couleur nos tampons encreurs. Je vais prendre mes couvercles. J'enlève le matériel dont je n'ai pas besoin, c'est toujours mieux, on a plus d'espace. Je prends mes couvercles de carton d'œuf et d'abord mes couleurs primaires. Bleu, je prends une de mes vieilles éponges que j'ai laissée en entier. C'est là qu'il faut être plutôt propre dans sa manière de travailler. Et je trempe mon éponge. Je l'essuie quand même sur le bord pour ne pas que ça soit trop coulant. Et me voici avec, quand même qu'il y ait de la couleur, voilà. Me voici avec un premier tampon encreur bleu. Je prends mon ravier jaune. Pareil, je vais venir tremper
mon éponge. Dans la couleur, voici mon tampon jaune. Je prends mon ravige rouge, une autre vieille éponge. J'imbibe bien. Je la retire. Hop. N'oubliez pas, ne faites pas comme moi, prévoyez des petits essuie-mains, des petits morceaux de papier pour vous essuyer les doigts. Je vais faire pareil avec mes couleurs secondaires, avec mes mélanges obtenus, avec mon éponge trempée dans le verre. Trempée dans l'orange. Et trempée dans ma dernière couleur secondaire, dans le violet. Vous avez suivi, c'est super. Hop. Hop. On met bien nos couleurs sur le côté. Et là maintenant, c'est à vous d'être créatif. C'est à vous de concevoir la composition de votre carte postale comme vous le souhaitez. Vous pouvez veiller, comme Magnelli, à avoir des couleurs qui ne se croisent pas, donc jamais deux formes d'une même couleur l'une à côté de l'autre. Vous pouvez essayer de garder des espaces de blanc autour pour créer de la dynamique dans l'image, comme dans l'œuvre de Jean Gorin. Vous pouvez chercher à centrer toutes vos formes au centre de l'axe de symétrie de l'image, comme avec Magnelli, ou à créer des jeux de contraste comme chez Jean Gorin. À partir de maintenant, c'est vous qui êtes l'artiste. Allez, je fais un pas avec vous. Je vous montre comment utiliser vos tampons encreurs. On va utiliser par exemple le triangle. J'avais utilisé le mauve la dernière fois, je vais refaire pareil. Donc je mets bien mes doigts sur la partie large de mon tampon. Je viens le positionner sur mon éponge. J'appuie un petit peu pour que toutes les zones de mon tampon soient recouvertes de couleurs. Plus vous allez diluer la couleur dans votre pot, plus elle sera transparente. Ici, on voit bien que la couleur est assez liquide, assez mouillée. Je le refais encore un petit peu, ça sera plus dense en couleur. Et délicatement, je vais venir placer mon rectangle sur mon image. Je vais choisir de mettre l'angle droit de mon rectangle dans l'angle de ma feuille. Attention avec vos bouts de doigts qui sont pleins de couleurs. Il ne faut pas venir les déposer sur la feuille. Hop. J'appuie un tout petit peu. Là, maintenant, c'est un petit travail de patience et de propreté. Et je viens retirer. Vous avez vu, ici, mon tampon, la couleur était très transparente, donc je n'ai pas beaucoup appuyé sur le bord. Je choisis une autre forme, par exemple mon rectangle bleu. Je viens l'imbiber de couleur bleue, j'imbibe bien partout. Et je vais venir placer. Ça aussi, je peux utiliser un jeu de transparence, par exemple, avec mon premier rectangle. Et toujours très doucement. Hop, je peux même appuyer un petit peu pour être sûr de bien tamponner. Hop. Alors, lequel on va faire, selon vous? Les petites dents de scie, le petit demi-cercle, dents de scie, demi-cercle, qu'est-ce qui vous plaît? Allez, moi je suis très dents de scie. J'avais fait dans le verre. Je vais venir tamponner. Hop, dans le verre. Il est donc bien tamponné. Et je vais choisir de briser la rectitude, la verticalité que j'ai commencé avec ma forme que je vais placer en oblique. Ça, c'est vous qui voyez, hein, ça appartient à chacun, c'est la sensibilité de chacun. Hop. Voilà. Moi, j'aime bien aussi cette petite ligne rouge. Je vais venir tamponner ma petite ligne rouge. Hop, elle est bien ancrée. Là, pareil, je vais reprendre le côté rectiligne et je vais peut-être même le faire passer. C'est peut-être sympa si je le fais passer sur mon dent de scie. Hop. Voilà. Attention, vous avez vu, je ne fais pas comme moi des petites bavures. Il faut être bien précautionneux. Je vais prendre maintenant mes deux petites lignes
bleue. J'en ai mis une en diagonale, ça c'est assez sympa. Et je vais utiliser une couleur que je n'ai pas encore utilisée, par exemple l'orange. Voilà. Et je vais venir placer ici mon tampon. Tac. Il manque quand même quelque chose. Je trouve qu'il reste quand même un vide, par exemple, dans cet espace-ci. Il me reste comme forme non utilisée mon carré, mon demi-cercle ou mon petit rectangle. Je trouve qu'on a utilisé beaucoup de choses qui sont très rectilignes. Peut-être que c'est bien de briser avec un peu l'arrondi du demi-cercle. Et on va rester sur le jaune, couleur qu'on n'a pas encore mis sur notre œuvre. Hop, je tamponne, j'imbibe bien. Et je vais venir le placer dans l'autre sens. Hop, comme ça. Vous voyez, c'est vraiment une question de conception par chacun. Vous pouvez soit réfléchir beaucoup avant de placer vos tampons en fonction des formes, soit être beaucoup plus instinctif. Voilà. Ça, c'est en utilisant vos tampons que vous avez réalisés avec le carton. Il reste aussi des formes que vous avez découpées dans des éponges. Pour utiliser ces formes que vous avez découpées dans les éponges, on va reprendre les grands gobelets de couleur et on va venir tremper très légèrement l'éponge, super légèrement l'éponge dans la couleur. On essuie bien sur le côté. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très transparent quand on va tamponner. Et moi, ce que j'aime encore bien, c'est de remplir mes vides et ça donne quelque chose d'un peu texturé qui est différent des autres tampons. Alors, comme ça, je vais pouvoir rattraper cette zone-là. Voilà. Alors, je vais utiliser encore un autre. Le violet, par exemple, qu'on ne voit pas beaucoup. C'est assez sympa. Donc, je vais tremper mon éponge dans le violet. J'essuie bien sur le bord. Et je vais venir... Tiens, je vais vous montrer. Je vais tamponner là exprès sur le bord avec mon papier, que ça vous verrez l'effet que ça pourra donner quand je le retirerai. Moins j'appuie, comme ici, plus j'ai un effet moucheté, qui peut être assez sympa. Alors que si j'appuie plus fort, on voit plus la marque de mon outil. Donc, laissez libre cours à votre créativité, testez, expérimentez. Voilà. C'est déjà pas mal, hein? Peut-être qu'on devrait mettre une dernière couleur de contraste avec le violet. Peut-être qu'on peut mettre un peu d'orange qui n'est pas très présent dans notre travail. Même si parfois le mieux est l'ennemi du bien. Je propose quand même de faire un dernier tour avec l'orange. Vraiment de manière homéopathique, comme on dit, c'est-à-dire un tout petit peu. Clac, comme ça. Voilà. Hop, dernière touche. Alors, une fois que c'est terminé, vous allez le laisser sécher. Mais là, moi, je suis impatiente de vous montrer ce que ça donne. Une fois que c'est bien sec, vous allez pouvoir retirer vos caches de protection. Attention à ne pas tirer comme un dingue. Soyez délicat pour ne pas arracher votre travail. Hop. Regardez ici, on le voit bien, la délimitation entre ce que j'ai tamponné, le surplus, et le résultat que ça donne sur ma page. Donc quelque chose de bien net, bien construit, bien régulier. Hop. Le dernier bord. Hop là, un récalcitrant. Et voici le résultat de votre carte postale.
Alors évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous nous envoyez votre carte postale au musée La Bovary. Vous avez la place à l'arrière pour indiquer l'adresse, un timbre et nous indiquer peut-être comment vous avez vécu ce mini-trip au musée. N'oubliez pas de nous envoyer donc votre carte postale à La Bovary, 3 Parc de La Bovary, à 4020 Liège. D'ici là, bon voyage au musée. À bientôt!